suis Cindy Aymon, je suis responsable des études et des publications au CNER et nous allons commencer ce webinaire décryptage sur les villes étudiantes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Nous y reviendrons à la fin de la séance. Pour cette présentation, j'ai l'honneur d'être accompagnée par un média spécialiste en la matière, l'étudiant. Et donc, j'accueille Amélie Petit-Demange, chef de rubrique, et Johan Fleuriel, directeur des relations institutionnelles. Bonjour à tous les deux et merci de nous avoir rejoints. Sans plus attendre, Bonjour. je vous laisse la parole. Et Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Et puis merci beaucoup au CNER effectivement pour cette initiative. Donc un petit mot rapide sur l'étudiant. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un média qui existe depuis à peu près 50 ans, qui est spécialisé dans l'information sur l'orientation et les métiers. Donc on est présent à travers différents canaux. Le plus connu effectivement, c'est surtout l'événementiel avec les salons d'étudiants. On en a 120 sur l'ensemble du territoire français. Le site l'étudiant.fr, donc qui est un site d'information avec à peu près 4,7 millions de visiteurs uniques. Et on a encore quelques rubriques print pour ceux qui ont connu l'ancien magazine étudiant qui n'existe plus depuis quelques années. On a encore quelques supports print. Donc nous, on fait surtout de l'information, voilà, sur l'orientation, les métiers à destination des familles, des étudiants, des lycéens. Et depuis quelques années, et notamment via un partenariat qu'on a avec l'AVUF, l'Association des villes universitaires de France, on s'intéresse beaucoup également à l'égalité des chances en termes de mobilité sur le territoire et comment on peut valoriser les territoires français, les collectivités sur leur pôle de compétitivité, leurs spécificités, ce qui fait les atouts en termes d'attractivité étudiante. Donc on a une vision un petit peu globale là-dessus. Peut-être qu'on travaille déjà avec certains d'entre vous. Et donc là, l'idée de ce webinaire, c'est effectivement déjà de vous faire un premier état des lieux de ce qui concerne la mobilité des jeunes en France, les questions démographiques qui vont être centrales dans les futures années. Qu'est-ce qu'est une ville étudiante pour nous? Donc, on réalise un palmarès des villes étudiantes chaque année et Amélie va vous parler effectivement de quels sont les critères que nous, on retient pour définir l'attractivité d'une ville étudiante. Et ensuite, moi, je prendrai la parole pour voilà, revenir un petit peu sur les enjeux de l'attractivité étudiante, les bonnes initiatives et pourquoi on pense qu'effectivement, c'est un sujet majeur pour tous les territoires dans les années à venir. Voilà, donc je laisse la place à Amélie et alors, j'aurais dû commencer par effectivement mettre le sommaire. Donc, effectivement, je vous parlais évidemment de projection, d'un état des lieux, pourquoi notre classement qui existe depuis pas mal d'années et quels sont les critères qu'on retient, quels sont les enjeux pour les territoires, les différents cibles, les canaux de communication qu'on pense qui sont les plus intéressants à utiliser, et quelques exemples de pratiques inspirantes de territoires avec lesquels on travaille qui peuvent effectivement faire sens pour vous. Je laisse la parole à Amélie. Merci Johan pour cette présentation. Bonjour à tous. Comme Johan l'expliquait, je vais commencer par un état des lieux, notamment de la démographie étudiante. Il faut savoir qu'on va bientôt atteindre un pic démographique des 15-20 ans, en 2028, et ensuite une baisse de la population dans l'enseignement supérieur, avec notamment une très forte baisse qui est prévue aux alentours de 2049. Ces aléas démographiques, ça va engendrer une tension dans le supérieur, notamment pour les formations privées. Mais pour ce qui vous intéresse davantage, ça va aussi induire un problème d'attractivité pour certaines villes. Et donc, ça va conduire les villes à repenser leur stratégie d'attractivité. Sur le deuxième graphique, on voit pour l'état des lieux des effectifs. Donc là, pour 2023-2024, concernant ces chiffres, qu'on a donc 2 970 000 étudiants qui sont inscrits dans le SUP, avec, pour l'instant, on a connu une augmentation quasiment continue. Et en 5 ans, on a vu une augmentation de 218 000 étudiants. Il faut savoir que la grande majorité des étudiants est inscrite à... Oui. Pardon, Il me a semble qu'on priori, voit on ne pas voit pas très bien. le partage. Bah, écoutez, attendez, c'est ma faute, je vais repartager, vous allez me dire si ça fonctionne. Je suis désolée de vous couper. Aucun problème. Oui, peut-être en plein écran. Alors, je ne sais pas si c'est Ah, mieux ou pas. Est-ce que c'est c'est un mieux? peu mieux. C'est un peu mieux? Je suis Oui, désolé, je c'est suis un peu très mieux mauvais au quand niveau même. technique. Bon, je vais rester comme ça, alors. Merci. Je disais, on a connu une augmentation en continu, notamment ces 5 dernières années. Et il faut savoir donc pour la démographie étudiante que la grande majorité des étudiants dont on parle est inscrit à l'université.
Et donc, ça signifie que pour une ville, une attractivité pour les étudiants va être directement liée au développement des formations universitaires. On en parlera ensuite. Ensuite, on va vous présenter une deuxième partie sur l'état des lieux de la mobilité étudiante. Donc, la mobilité étudiante, elle se fait à des moments clés. Il va y avoir plusieurs jalons dans la vie d'un étudiant qui va induire une mobilité. Le jalon le plus important qui induit le plus de mobilité, ça va être post-bac avec Parcoursup. On a un étudiant sur 5 qui va sortir de son académie avec une mobilité qui se fait là essentiellement au sein de la région d'origine de l'étudiant. Alors après, tous les étudiants ne vont pas bouger de la même façon et la mobilité va être accrue pour ceux qui se tournent vers des formations sélectives, mais également les étudiants issus de CSP+, et qui ont obtenu une bonne note au bac. Donc il y a plusieurs critères qui vont jouer. Donc encore une fois, c'est essentiellement l'offre de formation, et là pas seulement universitaire, qui va jouer dans la mobilité étudiante. Donc ce qu'on observe, c'est que plus le nombre de formations est élevé sur un territoire, plus le nombre de candidats par formation est élevé. Ce qui nous donne ces pôles avec des concentrations d'étudiants dans les grands pôles universitaires, comme on peut le voir à Paris ou à Lyon par exemple. Et puis ensuite, on va avoir un deuxième moment clé qui est l'entrée en master. Donc, la création de la plateforme Mon Master a là aussi renforcé encore les mobilités. On va pas être sur le même type de mobilité. Là, c'est vraiment des mobilités nationales, surtout depuis la mise en place de la plateforme. On va avoir là un étudiant sur 2 qui change d'académie. Donc, on observe qu'il y a beaucoup plus de mouvements, contrairement à ce que j'expliquais pour Parcoursup. Mais attention, ça va aussi être des flux qui sont bien plus réduits. Ça va être moins important que post-bac, puisque tous les étudiants ne se dirigent pas vers un master. Après, en termes de mobilité, ça va être tout à fait différent aussi, puisque avec Parcoursup, la région parisienne pourvoyant beaucoup de formations, on aura vraiment la plupart des étudiants qui seront dans la région parisienne, alors que pour le master, ça va s'inverser. Donc, c'est la région qui va réceptionner le plus d'étudiants d'autres régions de France, alors qu'avant, on avait les étudiants déjà originaires de la région qui allaient rester. Et puis, on a aussi une autre mobilité en doctorat, mais qui est là aussi minime par rapport à Parcoursup et le master, et qui est aussi moins documentée en termes de chiffres. Ensuite, donc, concernant vraiment l'attractivité des villes en particulier, on a vu pas mal de chiffres donc, en réalisant, comme le disait Yoam, le classement des villes étudiantes qu'on réalise à l'étudiant, dont je parlerai tout à l'heure plus en détail. On voit qu'en termes d'évolution en pourcentage du nombre d'étudiants, on a des évolutions, donc, comme vous pouvez voir sur le premier graphique, importantes dans les villes moyennes. Donc là, on est sur une évolution en pourcentage. Donc, c'est des villes comme Vannes, Mulhouse et Caen qui vont augmenter en termes de nombre d'étudiants. Et donc, comme je le disais au début de la présentation, ces augmentations, elles sont quand même souvent portées par une structure universitaire. Vous avez Caen, par exemple, qui a un pôle universitaire important et qui va attirer la croissance étudiante. Elle regroupe 70% des étudiants de la ville. On a aussi nouvellement un essor du privé qui va aussi prendre une part de plus en plus importante en termes d'attractivité. Donc, il y a plusieurs tendances qu'on observe en réalisant le classement. Déjà, on se rend compte qu'il y a une concentration, donc, comme je le disais, des étudiants dans les grands pôles urbains et universitaires. Et c'est eux qui vont aussi connaître la plus grande augmentation. Pourquoi? Je l'ai un petit peu expliqué au début, ils concentrent la majorité de l'offre de formation sélective. Donc, comme j'expliquais, qui vont vraiment pousser les étudiants à changer de ville, de région. Ça va être une formation sélective type prépa, grandes écoles, avec donc Lyon et Paris qui ont énormément de formations de ce type, et donc qui vont tirer leur épingle du jeu en nombre d'étudiants avec les CPGE, les grandes écoles, ou des formations universitaires, mais qui sont sélectives, type PASS ou LAS. Donc, ça va être vraiment un point très important dans le cadre de l'attractivité d'une ville et de la mobilité.
Et on voit aussi, donc, sont déjà les villes principales qui voient leur effectif augmenter ces 10 dernières années. On note aussi que ce sont ces grands centres urbains qui vont capter la mobilité qui vient de l'international. Donc ça va vraiment être ces points que je viens d'aborder qui font la spécificité des métropoles étudiantes. Ça va être une forte hausse du nombre d'étudiants, mais aussi beaucoup d'étudiants internationaux et des formations sélectives. Donc, pour parler également donc, de notre classement des villes qui nous amène à récolter ces données, donc c'est un classement qu'on publie chaque année qui classe les villes étudiantes. Donc nous, ce qu'on appelle villes étudiantes, c'est celles qui vont avoir plus de 8000 étudiants. Donc pour classer ces villes, on s'appuie sur plusieurs indicateurs qui sont assez nombreux, mais on peut les ranger dans 5 familles de critères, si vous voulez, qui vont être donc notamment l'attractivité, qu'on va mesurer avec plusieurs chiffres, l'évolution du nombre d'étudiants sur 10 ans, par exemple, mais également la part d'étudiants internationaux. On va aussi regarder l'offre de formation, la densité de l'offre, la présence de formations sélectives, de prépa, de grandes écoles. On va également regarder tout ce qui concerne la vie étudiante, qui va aussi intéresser un jeune, un étudiant qui veut aller dans une nouvelle région. Ça va être toutes les initiatives qui sont mises en place localement pour les jeunes, type transport gratuit, etc., les offres culturelles. Et puis après, on aura le cadre de vie, donc avec le réseau de transport, les logements aussi, qui peuvent là faire perdre ou gagner des points aux villes. Et puis d'autres critères sur plus l'emploi, le dynamisme économique. Donc là, on va avoir le taux de chômage, on va avoir le dynamisme de l'emploi sur 10 ans. Donc à savoir que nous avons énormément de critères, mais qui sont donc tous précisés dans le classement et consultables par les étudiants, mais qui ne sont pas tous classants. Ces données, donc, elles proviennent toutes soit de bases publiques, soit de questionnaires qui sont remplis par les villes et qui nous sont renvoyés, et qu'on va ensuite, un à un, pour chaque critère, vérifier et aller croiser les sources pour vérifier ces données avant de les inclure dans le classement. Voilà, donc je vous ai fait une petite présentation donc, de ce classement et également de ce à quoi il faut s'attendre en termes de changement démographique et donc sur quel levier il va falloir s'appuyer pour l'attractivité des villes. Et Johan va vous en dire plus sur ce sujet. Merci Amélie. Donc juste pour information, la méthodologie du classement, elle est publique. Donc vous pouvez la retrouver sur le site de l'étudiant et si besoin, on pourra vous l'envoyer pour expliquer tous les critères qu'on prend en compte, les sources. Voilà, parce que effectivement, c'est pas fait complètement au hasard. Il y a des vraies données classantes et non classantes sur lesquelles je pourrais revenir. Donc pour vous, agence d'attractivité et collectivité, hop, bon, c'est quelques items en fait dont on voulait vous parler rapidement. Déjà, on a parlé effectivement des grandes villes, des grands centres métropolitains, beaucoup dans l'attractivité, et des villes moyennes qui se développent beaucoup, et à savoir quels territoires sont concernés par les questions d'attractivité étudiante. Nous, historiquement, à l'étudiant, on a surtout beaucoup travaillé ce qu'on appelle des villes d'équilibre, des villes entre, on va dire, 5000 et 20 000 étudiants. C'est-à-dire des villes qui ont déjà un vrai potentiel de formation, mais qui souvent sont confrontées à des problèmes de concurrence avec des grands centres métropolitains, de grands centres étudiants à proximité, et qui cherchent effectivement à exister comme ville étudiante à part entière avec l'offre qu'ils ont déjà. Donc avec ces villes-là, effectivement, on a beaucoup travaillé, on a développé effectivement des supports de communication adéquats. Plus récemment, on commence à être en collaboration assez étroite avec beaucoup de territoires ruraux, parce que là, on parle vraiment de grands centres universitaires, de grandes écoles, etc. Mais même un territoire rural a des besoins de formation locale pour correspondre à son tissu industriel et son attractivité économique. Elle peut également avoir des spécificités historiques sur le portuaire, sur le textile, sur d'autres choses qui méritent d'être mis en avant pour exister effectivement comme territoire de formation d'excellence. Et également, et Amélie l'a bien précisé pour les questions démographiques, on recommence effectivement à dialoguer beaucoup avec des grandes métropoles qui pour l'instant n'étaient pas tellement concernées pour attirer de nouveaux étudiants parce qu'elles en avaient déjà beaucoup et parfois même trop parce qu'il y avait des problèmes de logement, de transport, etc. Mais au regard des chiffres, donc on pourra vous remettre le programme, mais effectivement, je crois qu'on arrive au pic autour de 2028.
Ça se stagne jusqu'à 2032, et à partir de 2032, on a une baisse, effectivement, qui va s'opérer quoi qu'il arrive. Donc même si vous êtes une grande ville, donc un grand territoire étudiant, de toute façon, la baisse va concerner tout le monde. Donc après, à savoir comment les territoires vont pouvoir se positionner par rapport à ça et continuer d'entretenir effectivement leur image de territoire étudiant. Être une ville étudiante, dire qu'est-ce que ça veut dire? En soi, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un peu un imaginaire collectif. C'est forcément quelque chose d'extrêmement valorisant. Pardon, je suis sur une ligne d'avion. D'extrêmement valorisant pour une ville en termes de, voilà, de dynamisme, de montrer qu'on a misé sur la jeunesse, sur le renouvellement de la population, sur la formation locale. Donc effectivement, en termes d'attractivité extraterritoriale, c'est toujours quelque chose qui compte beaucoup. Mais ça a aussi un énorme impact sur la politique intérieure et sur l'image de la ville pour ses habitants. Là, on a discuté il y a récemment avec une ville historique, que je n'ai pas citée, mais vraiment une ville patrimoniale, qui s'inquiétait qu'on installe un pôle de formation en plein cœur de la ville, parce que voilà, comment on va gérer les étudiants, est-ce que ça va pas faire un peu trop de bruit, etc. Et une fois que le campus a été installé, la première action, c'est de se dire, bah, effectivement, c'était un vrai bon choix, parce que ça a ranimé des commerces, ils se sont investis dans la vie associative, il y a de l'échange intergénérationnel. Donc remettre des étudiants au cœur de sa vie publique et de sa ville, pour les habitants de cette collectivité, généralement, c'est très très positif. En tout cas, on n'a pas d'expérience de gens qui sont revenus dessus en disant on va éloigner les étudiants. Globalement, toute la démarche est de remettre les étudiants au cœur de la cité. Pour les enjeux démographiques et sociétaux, bon, la démographie, on en a parlé. Il y a une question de vieillissement de la population qui, effectivement, va concerner tout le monde. Et surtout, l'intérêt de miser sur les étudiants, c'est que ce sont les actifs de demain. Ce sont des jeunes qui vont étudier sur place, comme je disais, qui vont correspondre aux besoins des entreprises locales. Et souvent, ce sont aussi des jeunes qui reviennent. Alors certains vont faire leur apprentissage, vont intégrer une entreprise sur site et vont s'installer, vont faire leur vie de famille. Beaucoup d'étudiants partent après leurs études, mais souvent aussi reviennent quand ils veulent effectivement s'installer de façon plus durable, parce qu'ils ont une très bonne expérience étudiante, parce que le cadre leur correspond, parce qu'on est sur des villes plus petites, pas plus sécuritaires, mais ils vont avoir plus de facilité à se loger, effectivement, à trouver des écoles pour leurs enfants, etc. Donc on sait effectivement que l'image qu'on a donnée à des étudiants qui ont étudié chez vous, généralement c'est un très bon investissement parce que même s'ils ne restent pas tout de suite, il y a de fortes chances qu'ils reviennent dans un second temps. Donc j'en ai parlé rapidement sur le corollaire avec l'attractivité économique. Si on se met à la place d'une entreprise, effectivement, aller dans un territoire où vous avez de la formation locale, les profils qui vont correspondre à vos besoins d'embauche de demain, de l'apprentissage, vous allez pouvoir former effectivement vos jeunes, et surtout une mise en adéquation avec les pôles de recherche locaux pour la recherche universitaire, grandes écoles et entreprises. Évidemment, le corollaire, il est assez évident. Donc, à terme, le dynamisme de l'enseignement supérieur, de la formation locale, le fait que les jeunes soient investis dans la cité, ça donne forcément pour, alors je parle des grandes entreprises qui voudraient s'installer, mais également pour des lieux de vie, des bars, des restaurants, le fait d'avoir une grande communauté étudiante sur un territoire forcément favorise l'installation de nouveaux commerces et de nouvelles entreprises. Et enfin, un des autres intérêts, c'est que la vie étudiante, on fait partie prenante de l'économie locale, même si on sait que les étudiants ne sont pas ceux qui ont le grand pouvoir d'achat. Et il y a de vraies problématiques de précarité dans le monde étudiant, et ça, on en est conscient. Sauf que qu'on le veuille ou non, quand un étudiant est sur un territoire, il y vit. Il paye son loyer sur ce territoire, il consomme sur ce territoire, il est membre d'une association sportive, il a investi dans la vie associative. Donc l'étudiant au cœur de la cité a un vrai poids sur l'économie locale du moment. Alors, on va parler un petit peu voilà, à qui on parle et quels sont les différents canaux de communication que nous, on préconise. Après, bon, je parle à des professionnels de la communication, donc voilà, je prendrai pas, je vous ferai pas la leçon. Il faut bien considérer qu'il y a des cibles qui sont vraiment très distinctes quand on parle à ces jeunes-là. On n'est pas du tout dans le cadre d'une communication institutionnelle pour des entreprises ou pour du tourisme. On parle de jeunes qui vont s'engager pour plusieurs années sur un territoire. Il y a vraiment trois cibles différentes à considérer avec des canaux de communication qui sont vraiment très spécifiques. Les lycéens, et là on parle vraiment à des mineurs, donc des jeunes de 16, 17, 18 ans. Les étudiants, donc Amélie en a parlé, les étudiants qui vont être effectivement dans la recherche, notamment de poursuite d'études post-BTS, BUT, post-licence, à qui on va avoir un discours qui est aussi différent et des canaux différents. Et les parents,
qui sont, alors nous, l'étudiant, je vous disais, on organise beaucoup de salons. Sur un salon qui a lieu un week-end, un samedi par exemple, les parents représentent la moitié, voire plus de la moitié du visitorat. Donc les parents sont évidemment à considérer parce qu'ils ont des questions qui leur sont propres. Pareil sur le logement, le transport, la proximité avec leur lieu d'habitation pour savoir si leurs enfants vont pouvoir rentrer le week-end ou pas, la sécurité, la vie associative, alors effectivement l'accès médical, bon, ça on sait que les territoires ne sont pas du tout tous dotés de la même façon, mais les parents ont vraiment des questions qui leur sont propres. Et au final, ce sont les premiers prescripteurs. Donc, on ne peut pas les isoler d'une communication d'attractivité jeunesse. Juste un petit mot, là, ce que j'avais mis comme ça, que l'attractivité extraterritoriale ne se substitue pas à la communication locale. Il faut aussi prendre soin de ces étudiants locaux, de ces jeunes locaux. Je sais que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Orléans qui est là, mais Orléans avait fait une campagne qui s'appelait Court-Circuit l'an dernier, pour rappeler aux jeunes Orléanais qu'avant de rêver de monter forcément à Paris, il y avait aussi sur Orléans déjà une offre de formation de pointe, des pôles de compétitivité, des offres d'apprentissage, et qu'il ne s'agit pas d'attirer de nouveaux jeunes pour perdre ceux qu'on a sur le territoire. L'idée, c'est quand même de valoriser l'ensemble et donc ne pas se substituer, effectivement, enfin, de ne pas déconsidérer la communication au niveau de son territoire. Nous, quand on fait un salon dans une ville, on essaie toujours d'associer la collectivité locale pour que quand on entre dans le salon, ce soit la ville qui vous accueille sur son territoire. Et c'est très important, effectivement, que les jeunes aient aussi en tête qu'avant de rêver de partir ailleurs, peut-être qu'autour de chez eux, ils vont trouver les études qui leur plaisent. Et s'ils ne trouvent pas, il y aura forcément quelque part en France un territoire qui leur sera adapté. Alors là, je pense que c'est un peu le point central de l'importance du ton et des canaux de communication. Quand on parle à des jeunes de 16, 17, 18 ans, le ton qu'on va adopter est extrêmement important. Il n'y a rien de pire que de vouloir faire jeune et de pas faire jeune. C'est vraiment complètement rédhibitoire. Donc il y a des canaux, il y a des façons de parler, il y a des durées de messages. Il y a effectivement, alors, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, évidemment. On peut être sérieux sans paraître trop sérieux. De l'importance de s'associer avec des opérateurs, alors nous ou d'autres, hein, mais effectivement qui connaissent ce public-là depuis très longtemps. Et nous, on adapte nos canaux de communication, notamment à la rédaction. La façon dont on parle aux jeunes évolue en permanence parce qu'on veut qu'ils soient réceptifs aux messages qu'on leur adresse. Mais de l'importance du ton est très importante. Quand on parle à un lycéen, c'est même pas la même chose que de parler à un étudiant. Un étudiant, on va lui parler effectivement plus des spécificités pour son master. Voilà, je suis passionné par les métiers de la mer. Eh ben, tu peux faire ton master chez moi parce que j'ai les entreprises, j'ai les pôles de compétences, j'ai la formation locale. Alors qu'un lycéen va aussi être sur la vie étudiante et tout ce que ça entoure. Les parents, on n'est pas non plus sur les mêmes tons. Donc on ne va pas du tout utiliser Facebook pour parler à des jeunes, ça n'a aucun intérêt, ni le emailing. Par contre, pour les parents, il y a d'autres canaux, effectivement, de sites plus institutionnels qui vont répondre aux questions des parents. Donc voilà, c'est un mix un petit peu global, mais il faut vraiment distinguer les cibles parce que les trois sont importantes, mais les trois ne répondent pas du tout aux mêmes canaux. Le mix marketing, alors là, je vous ai parlé du digital, donc bien évidemment de l'intérêt des réseaux sociaux, mais ça, vous le savez tous, si on sait bien les utiliser et bien paramétrer les choses. Nous, on est un groupe événementiel et on sait aussi que depuis le Covid, ça nous a renforcé dans cette idée-là que le lien humain est essentiel. Effectivement, on parle quand même à des jeunes mineurs qui vont se projeter dans leur vie future, qui vont peut-être quitter le nid, qui vont aller sur un nouveau territoire. De pouvoir parler physiquement à des gens, à des étudiants qui sont en poste dans ces villes, qui vont pouvoir leur parler concrètement de ce qu'ils vont y trouver, etc., ça change absolument tout. Donc la rencontre humaine, que ce soit sur votre territoire ou sur des salons extraterritoriaux, est vraiment essentielle. Là, j'ai mis une petite image, en fait, depuis 3 4 ans, avec l'Association des villes universitaires de France, on a un pavillon sur un très gros salon parisien qui s'appelle le Salon européen de l'éducation. Et ce pavillon-là s'appelle Je bouge en France, où des collectivités viennent sur le pavillon. Donc, il y en a peut-être parmi vous dans la salle. On parlait de Le Mans, Orléans, Amiens, Le Havre, etc., Toulon, qui viennent pour rencontrer les jeunes, pour montrer qu'il y a quelque part en France un univers des possibles et peut-être chez eux qui va leur correspondre. Et puis aussi pour leur dire, voilà, toi, par exemple, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est des métiers du son. Ben, ça tombe bien. Au Mans, on a un pôle au son qui est unique en France, qui est vraiment un pôle d'exception. On n'est pas très loin de Paris, donc on va pouvoir avoir tous les arguments qui vont correspondre vraiment aux besoins de ces jeunes-là et les rassurer sur les transports, sur les différentes accessibilités, la vie étudiante. Donc l'événementiel, nous, on en est convaincus, on veut dire c'est notre cœur de métier, que ça a un poids vraiment qui va au-delà d'une communication purement digitale.
Un petit point effectivement sur l'audience. Là, on parlait effectivement des jeunes du territoire ou des jeunes locaux. Dans différents d'autres webinaires qu'on a fait, on a quand même une réflexion sur, et on en a parlé avec d'autres territoires, sur le fait que l'attractivité étudiante ne se limitait pas forcément aux jeunes lycéens français. Il y a l'attractivité internationale qui compte énormément. Je sais que certaines métropoles, notamment, travaillent beaucoup là-dessus. Je dis n'importe quoi, si vous faites une vidéo format réseaux sociaux, ça ne coûte pas beaucoup plus cher de la faire traduire en anglais et de la pousser sur des réseaux dans d'autres pays et d'avoir aussi et de du coup, participer à l'attractivité internationale de son territoire. Et il y a également bon, d'autres champs, la formation tout au long de la vie, notamment par l'apprentissage, la reconversion professionnelle, si vous avez des pôles, effectivement, notamment, bon, on en voit beaucoup de métiers manuels qui vont attirer des cadres ou des actifs de d'autres villes en France, vont vouloir peut-être venir chez vous parce qu'il va y avoir une formation et un emploi pour une reconversion professionnelle. Donc tout ça participe à limiter un petit peu la baisse démographique, même si on sait elle va être importante. Mais il y a d'autres biais, il y a d'autres voies effectivement de communication qu'on peut exploiter. Et pour finir sur cette partie-là, alors je mettais pourquoi qui prend la parole et pourquoi la mobilisation des étudiants locaux est essentielle. Alors bon, du coup, la réponse est dans la question, vous allez me dire. Parce que je ne sais pas si vous l'avez observé, mais les étudiants ont quand même cette qualité, c'est d'adhérer très vite au territoire sur lequel ils sont étudiants. Dans le palmarès des villes qu'on fait, il y a un critère qui est non classant qui s'appelle le taux de recommandation. On demande aux étudiants de dire est-ce qu'ils sont contents de la ville où ils sont et est-ce qu'ils la recommanderaient. Dans quasiment toutes les villes, on dépasse les 80% de recommandations. Et même pour certaines, on est à 96-97% de recommandations. Donc il y a vraiment une vraie adhésion des jeunes au territoire sur lequel ils étudient. Bon, moi, je donne mon cas personnel rapidement. J'habite en Bretagne, j'ai un de mes fils à La Rochelle et l'autre à Montpellier. Au bout de 3 semaines, celui qui est à La Rochelle était plus Rochelais qu'un Rochelais, celui qui était à Montpellier était plus Montpelliérain qu'un Montpelliérain, parce que voilà, c'est leur territoire, c'est la vie qu'ils sont en train de construire, donc ils portent vraiment ça. Donc il faut vraiment, quand on peut, faire parler les jeunes étudiants de votre territoire, déjà parce qu'ils auront les vrais mots pour toucher les lycéens, qui sauront effectivement comment les capter, et parce que ce sont de formidables ambassadeurs. Et je termine en essayant de ne pas avoir pris trop de temps. Voilà, sur quelques pratiques effectivement qu'on a vues, pour nous effectivement qu'on juge qui fonctionnent très bien. Alors c'est quelques pratiques comme ça, hein. Alors que ça, comme je vous disais, enfin, ce qui définit une ville étudiante, c'est les étudiants eux-mêmes. Pour ceux qui travaillent dans le marketing territorial, vous savez qu'on ne s'invente pas une identité. C'est souvent les étudiants qui ont passé une vie agréable dans une ville qui seront les témoins et qui vont faire que cette ville sera reconnue comme une ville étudiante. Année après année, en parlant à leurs enfants, leurs amis, en disant voilà, j'ai été étudiant à tel ou tel endroit, c'était formidable. C'est ça vraiment qui va pousser effectivement l'identité étudiante d'une ville. Des fois, on ne s'explique pas pourquoi deux villes similaires, il y en a une qui a une image de ville étudiante et l'autre pas. C'est souvent parce que les étudiants ont été bien accueillis, donc l'hospitalité, c'est également quelque chose d'essentiel, et c'est eux qui vont se faire les témoins de ça dans l'avenir. En termes de communication, vous le savez aussi, dans le marketing territorial, rien ne se fait d'un claquement de doigts et sur une opération one-shot. Nous, on travaille beaucoup sur des formats de publi rédactionnel, c'est-à-dire un article qui va être intégré à notre site, un espace vraiment dédié à un territoire qui va exister sur le long terme, donc sur lequel on va pouvoir rebondir et repousser régulièrement sur les réseaux sociaux. Ça permet vraiment d'ancrer un message dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les marques campus, alors là, c'est pas nous qui le faisons, bien évidemment, ce sont des initiatives locales. Là, j'ai mis celle du Havre que j'apprécie beaucoup. L'intérêt des marques en plus, même si tout le monde a une vision particulière sur les marques territoriales, je sais qu'il y a des gens qui sont pour et d'autres qui le sont moins, c'est que ça permet de faire adhérer les étudiants à un message commun. Quand vous êtes étudiant d'un campus, quand vous avez, alors si en plus vous avez une charte graphique, un logo, des éléments de langage, des t-shirts qui portent votre campus, votre casquette, etc., ça facilite énormément les choses. Déjà, ça sanctuarise le fait qu'il y a une vie de campus, qui est un mot voilà, qui est très important pour les jeunes. Et ça montre vraiment qu'il y a une volonté de la communauté d'investir sur son campus et sur ses étudiants, et ça facilite forcément le côté ambassadeur. Les étudiants ambassadeurs, ce sont aussi des initiatives qu'on voit fleurir de plus en plus, où certains étudiants, l'agence d'attractivité ou la collectivité va leur demander d'être ambassadeurs de leur ville. Donc, vont leur donner tous les codes et ils vont les amener sur des salons, vont les faire participer à des vidéos, à des colloques, etc. Ce sont eux qui vont parler de leur territoire. Et ça, forcément, comme je vous le disais, quand un jeune parle à un autre jeune, c'est ce qui fonctionne le mieux.
Et enfin, une autre initiative que nous, on trouve très, très intéressante, qui paraît se développe, c'est les comités de pilotage enseignement supérieur et vie étudiante. C'est comment certaines collectivités, et c'est souvent d'ailleurs à l'initiative d'agences d'attractivité, mobilisent dans des réunions des jeunes, des établissements de formation, des élus, éventuellement des communicants, pour se dire où est-ce qu'on va, quelle est notre stratégie d'attractivité étudiante pour les années prochaines, et comment on avance tous ensemble, et comment tout le monde se fait le relais de la communication et des outils qu'on souhaite mettre en place. Et voilà, ce genre de comité de pilotage qui fédère toutes les énergies locales. Généralement, ça apporte beaucoup plus de poids à la communication. Nous, des fois, on intervient vraiment juste à titre de conseil dans ces comités-là. Mais en tout cas, on sait que ça a ça montre encore une vraie ambition partagée de miser sur la jeunesse. Voilà. Bon, après, je vous ai mis quelques images de ce qu'on fait. Il y en a beaucoup d'autres, mais on pourra vous le transmettre dans le document. Moi, j'ai fini pour ça. Je ne sais pas si vous aviez Merci. des Oui, questions ou des remarques. j'ai une question de Julie Soupen qui nous vient de Toulouse et qui demande si vous avez des exemples de canaux de communication à privilégier. Oui, alors, pareil, comme je vous disais, ça dépend déjà des cibles qu'on va vouloir toucher. Nous, dans les préconisations qu'on fait, bon, après, ça dépend des stratégies de chacun, c'est vraiment de privilégier d'avoir un mix marketing. Si c'est attirer de nouveaux jeunes, euh, déjà un format public, ça permet oui, d'installer un côté rédactionnel, qu'on travaille avec vous sur les 5 bonnes raisons d'étudier à Toulouse, etc. D'avoir également un relais digital, réseaux sociaux, ça de toute façon, on ne peut pas passer à côté, donc des formats vidéo qui sont vraiment adaptés à ça. Et comme je vous disais, l'événementiel, c'est le plus efficace. Vous allez directement parler à un jeune de terminale, à ses parents qui se demandent où est-ce qu'il va étudier l'année prochaine, et vous allez directement avoir les réponses à ces questions. Donc c'est vraiment ce mix-là. Après, je sais, hors Toulouse, il y avait aussi des velléités, notamment d'attractivité internationale, donc il y a aussi des choses à travailler par rapport à ça. Mais si on doit privilégier un canal, c'est un peu compliqué à vous dire. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est une durée de vie qui est assez courte, ou alors il faut les relancer régulièrement. Donc c'est vraiment, pour moi, le plus intéressant, c'est d'avoir un projet de mix selon la stratégie que vous voulez mettre en place, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole et désactiver votre micro pour cela. Réactiver, pardon, votre micro. Tout était très clair, plus de questions? Parfait. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était très clair et très intéressant. Je veux bien, à titre personnel, la méthodologie du classement. Oui, je vous Ouais. l'envoie dans le chat si ça vous convient. Oui, je veux bien. Et moi, enfin, à titre toujours personnel, hein, je me suis demandé, parce que dans la méthodologie, j'ai vu que vous envoyiez un questionnaire aux villes. Et je me suis demandé si toutes les villes répondaient à ce questionnaire, ou si vous aviez un taux de réponse. Je peux pas vous répondre sur cette question parce que j'ai pas recueilli les questionnaires cette Pas de année. souci. Alors, et c'est bien envoyé à tout le monde. C'est J'en en ai pour tout le parler monde, ça l'entière c'est responsable sûr. de ça. Il y a une relance de notre rédaction très régulière auprès des Ouais. territoires qui sont concernés. La très grande majorité répondent. Il y en a quelques-uns qui répondent pas, mais je crois qu'Amélie, même quand ils répondent pas, de toute façon, on s'appuie sur des données publiques Oui, sur les données pour publiques, Oui, répondre. il y tout à a Ouais. fait. énormément de données publiques Oui, c'est vrai. également. Ouais, ouais. Merci Ah bah, beaucoup. je vois qu'il y a Alors, Merci à attendez, vous. on a une quelques autre questions. question. Et quels sont les services à qui ces questionnaires sont adressés dans les villes? Alors là, c'est peut-être un peu trop technique comme réponse, comme question. Peut-être vous n'avez pas la réponse tout de suite. Non, Alors, est-ce mais Mais, que mais on pourra vous, pareil, je pense que dans le chat où on prend la noter, oui, on vous pourra pouvez me peut-être vous répondre l'envoyer et puis dans un deuxième temps. Ouais. oui, je leur enverrai avec le replay la réponse. Excusez-moi, est-ce que par hasard, Oui. vous avez fait des focus sur certaines villes en particulier qui seraient disponibles, je dirais, à la diffusion où il y a des questions de secret statistique? Des focus, c'est-à-dire dans le classement, vous voulez Sur, dire? oui, est-ce qu'on peut avoir par exemple des données pour une ville en particulier, un peu détaillées? Ah ben les données qu'on recueille, oui, elles sont publiques, oui. D'accord, mais Après, effectivement, si c'est par rapport à votre territoire en particulier, je pense que voilà, moi, je ne peux pas parler à la place d'Amélie, mais généralement, ça fait l'objet d'un échange directement avec notre rédaction qui vous explique tous les critères qui ont été pris, et pourquoi, et qu'est-ce qu'on a recueilli et par quel biais. d'accord. Merci. Bonjour, j'ai une question de la Martinique.
Est-ce que Bonjour. vous avez étudié les régions universitaires ultramarines ou pas du tout? Alors, on est en plein dedans. On a eu une réunion récemment avec l'ACDOM. Je pense que peut-être que vous connaissez mieux enfin, les associations d'élus des territoires d'outre-mer. Nous, on a un salon à La Réunion depuis quelques années. Et avec les élus d'outre-mer, on a deux gros sujets sur la table qui sont comment valoriser l'attractivité des territoires d'outre-mer avec leur pôle de compétences et leurs spécificités. N'importe quoi sur la biologie marine, sur l'environnement. Enfin, il y a beaucoup de choses à développer avec les Outre-mer. Et l'autre question qui est sur l'accueil des ultramarins sur le territoire métropolitain et comment les accompagner dans les différentes aides qu'ils peuvent avoir au niveau administratif, d'insertion, etc. Donc là, je ne dirais pas qu'on débute, on a travaillé avec la Guadeloupe sur un format salon virtuel pendant le Covid il y a longtemps. On est maintenant présent à La Réunion. Mais en tout cas, avec les territoires enfin, ultramarins, on est vraiment très très penché sur la question pour que ces jeunes-là aient la même égalité des chances que les autres, et surtout que les territoires ultramarins puissent être aussi valorisés comme n'importe quel territoire sur ce qu'ils proposent aux futurs étudiants, quoi. D'accord. Je ne sais pas si j'ai On, Très répondu à bien, la question. merci beaucoup. Oui, 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 très bien, merci. on a Et une. vous avez des contacts en Ah, Martinique spécifiquement, parce que vous avez parlé de Guadeloupe, Réunion. En fait, je vous dis, c'est l'ACCDOM que j'ai découvert la semaine dernière, effectivement, qui est une association d'élus des Outre-mer. Donc, je pense qu'il y a forcément des élus de Martinique qui D'accord, sont dans la boucle. Mais ok. pas, moi, j'en connais pas individuellement, par contre. Désolé. Ok, très bien, merci beaucoup. Hein. j'ai une dernière question de Julie qui demande si vous avez des exemples de villes inspirantes pour leur pratique auprès de cette cible. Oui, alors après, toutes les villes sont différentes, hein, mais Oui. je vais en citer quelques-unes et qui on travaille beaucoup, mais on travaille bien, en très bonne intelligence. Orléans, Le Havre, c'est des villes qui ont embrayé, enfin, qui ont pris ces politiques-là il y a très longtemps, qui sont vraiment portées, qui sont assez structurées. Le Mans bouge beaucoup. Aussi des villes franciliennes, hein, Grand Paris Sud notamment, Saint-Quentin en C'est vrai. Yvelines, Sky Campus bouge beaucoup aussi. Toulon. Voilà, après, bon, je ne prends pas parti. Je sais que ces villes-là avec qui on travaille, on sait que c'est une réflexion qui a été engagée il y a pas mal de temps, donc qui vraiment porte ses fruits. Comme on disait, effectivement, 2032, ça peut paraître proche, mais ça ne l'est pas tant que ça à l'échelle d'une génération. Et le temps d'exister en termes d'attractivité au moment de la baisse démographique, c'est important de prendre ce sujet à bras-le-corps s'il y a une vraie volonté politique de prendre ce sujet-là le plus rapidement possible, quoi. Après, il y en a sûrement beaucoup d'autres qui font plein de trucs super intéressants, mais je n'ai pas de maîtrise totale de toutes les initiatives, je suis désolé. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions avant de clôturer ce webinaire? Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier chaudement pour cette présentation. Et puis, je publierai un article avec le replay sur notre site web et je vous l'enverrai par mail également. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain webinaire décryptage.